Bien. Alors, nous allons reprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai l'impression quand même de reprendre des choses assez élémentaires, mais bon, je pense qu'il est bon aussi de reposer un certain nombre de bases bien clairement. Je peux aussi préciser sur cette dernière diapositive que pour l'unité lexicale homme, il faut préciser que d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Hein. C'est quelque chose de bien connu en linguistique. L'exemple que donnait Saussure, c'était l'opposition entre sheep et mutton en anglais, qui distingue le mouton animal vivant et la viande de mouton, mutton, alors que le français n'utilise que le mot mouton. Hein. Donc là encore, on va avoir deux mots pour deux concepts et un mot ici pour deux concepts. Hein. Alors, maintenant, si on entre dans une description peut-être un tout petit peu plus technique, sans non plus aller trop loin, du sens des unités lexicales. Donc, il y a ces deux notions-là qui sont indispensables, la notion d'hyperonyme et d'hyponyme. On a vu que homme au sens d'être humain, c'était une catégorie générale qui inclut des sous-catégories, comme homme, femme, enfant, homme au sens d'être humain masculin cette fois-ci. Donc, on parle pour les sous-catégories de hyponyme, et pour la catégorie supérieure d'hyperonyme. Alors, il y a deux façons de représenter le sens des unités lexicales, au moins deux, hein, il y en a plus que ça, mais je vous en présente deux ici. En termes structuralistes, on va donc présenter le sens des unités lexicales en termes de sème. Les sèmes étant des unités minimales de signification qui sont définies comme dans le cadre saussurien de la théorie de la valeur par des systèmes d'opposition. On verra tout à l'heure un exemple très connu avec les noms de sièges que vous avez peut-être déjà vu ailleurs, vous me le direz. Si vous revenez ici, vous voyez que tout à l'heure, j'avais bien précisé qu'il y a un sème, disons pour simplifier, hein, pour parler de l'être humain, et pour parler de l'homme au sens être humain de sexe masculin, il faut le sème adulte et le sème mâle. Bien. La relation entre hyperonyme et hyponyme peut être exprimée en termes d'ensemble de sèmes, que l'on nomme sémème. Hein. Le sémème, c'est l'ensemble des sèmes d'une unité lexicale. Donc, si je considère ici, par exemple, que l'hyperonyme va être le sémème 2, eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? L'hyperonyme mâle, adulte de l'espèce humaine, a plus de sèmes, l'hyponyme mâle adulte de l'espèce humaine a plus de sèmes que l'hyperonyme qui n'en a qu'un. Donc, le sémème 1, qui est celui de l'hyponyme, a un certain nombre de sèmes, et le sémème 2, qui est celui de l'hyperonyme, en a forcément moins. Hein. C'est pour cette raison qu'on a SI, etc., SN, et ici SI, S, N moins M, c'est-à-dire forcément un sémème avec moins de sèmes que le sémème 1. Donc, en termes structuralistes, la relation entre hyperonyme et hyponyme peut être définie comme une relation entre quantité de sèmes. Évidemment, il faut qu'il s'agisse des mêmes sèmes. Hein. Dans un cas, vous avez, dans le cas de l'hyperonyme, vous avez moins de sèmes que dans le cas de l'hyponyme. Maintenant, en termes ensemblistes ou logiques, hein, si vous considérez non plus
le sens des unités lexicales comme des configurations de sème, mais comme des ensembles qui contiennent des éléments. Vous avez donc un ensemble homme au sens d'être humain qui inclut les sous-ensembles être humain masculin, femme, enfant. Et dans ce cas-là, les ensembles, on les décrit en termes d'intention et d'extension. Alors, intention, attention, avec un S ici. Hein. Intention et extension. L'intention, ça rejoint un petit peu la description en termes de sème. Hein. L'ensemble intentionnel, ici, c'est le nombre de caractères, c'est-à-dire le nombre de traits qu'on va utiliser pour définir un ensemble, enfin pour définir un ensemble intentionnel. Donc, par exemple, donc ça veut dire que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait moins de sème dans l'hyperonyme que dans l'hyponyme. Eh bien, ça veut dire également que l'intention, c'est-à-dire le nombre de caractéristiques, le nombre de traits dont j'ai besoin pour définir le mot, va être plus petite pour l'hyperonyme que pour l'hyponyme. Hein, donc c'est ce qui est exprimé ici. L'ensemble intentionnel, dans le cas de l'hyponyme, est plus grand que dans le cas de l'hyperonyme. Hein, donc ça dit un peu la même chose que ça. D'accord ? Maintenant, si on considère l'extension, c'est-à-dire l'ensemble des exemplaires qui sont désignés par le concept, l'ensemble des membres de la catégorie, si vous voulez, forcément, la catégorie la plus générale a plus d'éléments que les sous-catégories. Donc, du point de vue de l'ensemble extensionnel, on aura l'inverse, c'est-à-dire que celui de l'hyperonyme va être plus grand que celui de l'hyponyme. D'accord ? Et vous remarquez que plus un mot est général, plus un mot a un sens général, donc plus il va avoir une grande extension. Donc, hein, plus un mot a un sens général, plus le nombre de choses qu'il désigne est grand. Mais moins j'ai besoin de caractéristiques pour le définir. Donc, un mot très général a une grande extension et une petite intention. Alors qu'un mot très particulier, je vais avoir besoin de beaucoup de traits caractéristiques pour le définir. Un mot très particulier, je vais le définir à partir de quelque chose de plus général. Et je vais préciser, par exemple, être humain de sexe masculin. Donc, dès que j'ai un mot plus particulier, qui désigne un mot plus précis, disons, un sens plus restreint, je vais avoir une intention plus grande, mais une compréhension plus petite, une extension plus petite, puisque le nombre de choses désignées, puisque je parle là d'un mot de sens plus spécifique, va être plus petit. Et donc vous voyez que pour n'importe quel mot, quand l'intention est grande, l'extension est petite, et quand l'extension est grande, l'intention est petite. Il y a donc une variation en proportion inverse de l'intention et de l'extension, et cette règle, cette loi, c'est ce qu'on appelle parfois la loi de Port-Royal, hein, qui a été découverte au XVIIe siècle par les logiciens de Port-Royal. Bien, alors, un exemple très connu, très classique d'application de l'analyse structuraliste du signifié. Alors, vous avez ici les sèmes, hein, un sème pour s'asseoir, un sème matériau rigide, un sème pour une personne, un sème sur pied, un sème avec dossier, un sème avec bras. Et là, vous avez les unités lexicales. Et pour chaque unité lexicale, on va dire quel est s'il y a un plus, c'est que le sème appartient au sème de chaise. Hein, donc là, ça permet de recomposer les sème. Et s'il y a un moins, ça veut dire que l'élément ne fait pas partie du sème. Donc par exemple, pour la chaise, ça sert à s'asseoir, ça a un matériau rigide, en principe, pour une seule personne, sur des pieds, avec un dossier, mais il n'y a pas de bras. Hein. S'il y a des bras, ça devient un fauteuil. D'accord ? Maintenant, un tabouret, c'est un peu comme
comme une chaise, sauf que ça n'a pas de dossier. Bon, pas de bras, ça, oui, il y a un moins. Ah non. Oui, si, on dirait que c'est un moins, mais enfin, peu importe, il y a des tabourets avec ou sans bras, ça on peut imaginer. Un canapé, c'est le SEM pour une personne qui va être différent, hein, qui va être exclue du SEMM. Le fait qu'il y ait des bras ou pas est non pertinent. Et puis, un pouf, hein, qui donc, ça sert à s'asseoir, c'est même pas rigide. Un pouf, normalement, c'est un peu mou. Ça sert à une seule personne, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de bras. Hein. Donc, dans le SEMM de pouf, il y a uniquement pour s'asseoir et pour une personne. Alors, vous voyez que ce genre de tableau reproduit un peu les tableaux de phonologie. En fait, c'est l'application des méthodes de description des phonèmes au sens des unités lexicales. Hein. Bon alors, ce sont des descriptions qui valent pour leur application théorique, mais qui dans la pratique sont pas forcément d'une très grande utilité. Mais c'est quand même important d'un point de vue historique. Bien. Alors, si on revient maintenant à notre triangle sémiotique, on peut considérer qu'on l'a un peu complété. Donc, on a vu qu'il y a un signifiant. Hein. Le signifiant, il peut être réalisé par des sons, des gestes, des lettres. On n'a pas de signifiant sans possibilité de réalisation matérielle du signifiant. Et donc là, si vous voulez, il y a une sorte de parcours entre l'abstraction qu'est le signifiant, la dimension corporelle de la réalisation du signifiant, et puis la dimension purement mondaine, référentielle de l'existence externe du signifiant. Bon. Le signifié, on a vu qu'il pouvait renvoyer à un ou plusieurs concepts qui sont des catégories. Je reviendrai tout à l'heure ou la semaine prochaine sur cette notion de catégorie qu'il faudra préciser, bien sûr. Et puis, on a vu que sur le pôle du référent, le référent pouvait être réel ou imaginaire, mais ce sont des membres de la catégorie. Donc, autrement dit, le référent, au fond, ne renvoie pas directement au signifié, mais il renvoie au signifié via le concept. Le signifié renvoie à des catégories qui, elles, vont être instanciées par des entités d'un monde référentiel, réel ou imaginaire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de ces premières observations? Bon. À quoi sert une unité lexicale? On a vu qu'elle véhicule un ou plusieurs concepts, donc elle permet de catégoriser l'environnement. Encore une fois, on reviendra ultérieurement sur la notion de catégorisation. Les langues divergent sur leur mode de catégorisation. Hein. Elles véhiculent des structurations conceptuelles différentes. Cela dit, pour ne pas verser dans un relativisme excessif, hein, vous savez qu'un certain nombre de linguistes, à une époque un petit peu ancienne maintenant, bon, c'était le cas notamment de ce qu'on appelait la thèse de Sapir-Whorf, considéraient que si une catégorie n'était pas présente dans notre langue, eh bien on ne pouvait pas la penser en quelque sorte. Hein. Donc, nous sommes certes conditionnés dans notre façon de nous représenter les choses en partie par les concepts ou les catégories que véhiculent les unités lexicales qui sont disponibles dans notre langue. Mais à un niveau assez général, on peut imaginer qu'il y a tout de même des concepts communs entre différentes langues. C'est d'ailleurs ce qui permet la traduction, malgré tout, même si la traduction est toujours imparfaite. On a remarqué également la nature hybride
de l'unité lexicale qui appartient aux trois mondes que nous avons distingués. Elle a à la fois un côté purement mental dans la formulation saussurienne du signifiant et du signifié, mais il n'y a pas de signifiant et pas de signifié s'il n'y a pas de réalisation corporelle du signifiant et du signifié, et il n'y a pas de réalisation corporelle du signifiant et du signifié sans existence d'un objet extérieur à moi, qui va être la matérialisation de ce signifiant ou du signifié. Donc le signe appartient un peu aux trois mondes, et c'est pour cette raison qu'il peut établir des relations entre notre pensée, notre corps et notre environnement, en quelque sorte. Bon, produire une unité lexicale, c'est donc informer que quelqu'un, celui à qui je parle, que j'inclus une certaine entité dans une certaine catégorie, à minima, bon, parce qu'on produit rarement une unité lexicale toute seule, c'est dans une phrase, dans un contexte, etc., mais ça, on verra ça plus tard. Inversement, comprendre une unité lexicale, c'est comprendre à quelle catégorie appartient une entité, au moins pour la personne qui s'adresse à moi. Et c'est là où, par exemple, je peux avoir des difficultés de compréhension. Si on me dit un mot que je ne connais pas, je vais penser qu'il existe bien une catégorie correspondant à ce mot, mais je ne saurais pas quoi mettre dans cette catégorie. Donc vous voyez que même si on ne sait pas ce qu'il y aura dans cette catégorie, la simple production d'une unité lexicale suppose qu'il existe une catégorie. Après, bon, voilà, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et enfin, les catégories ou concepts sont des processus mentaux qui ont des occurrences dans le monde réel ou imaginaire. Donc, il faudra approfondir plus tard la notion de catégorisation. Mais auparavant, je voudrais vous parler de l'opposition entre dénomination et désignation. Mais avant de passer à ce second point, je laisse un temps pour d'éventuelles questions sur ce qu'on vient de voir. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, dénomination et catégorisation. Alors, on l'a vu, une unité lexicale, donc, ça renvoie à quelque chose, bon, dans la réalité ou dans les représentations lexicales. Puisque la plupart des signes, beaucoup de signes sont arbitraires, on peut considérer que le sens de l'unité lexicale est codé. Donc, pour maîtriser le sens d'un mot, il faut l'avoir appris. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avoir appris ? Imaginez la situation avec un enfant, vous lui montrez quelque chose, une bouteille, voilà, ça s'appelle une bouteille, ça c'est une bouteille. Okay. Et donc, il y a une sorte d'acte de dénomination préalable, un acte de baptême du mot, où on a appris à quelqu'un à associer un mot à une certaine chose. Bon, c'est une vision très très simpliste et élémentaire, mais elle a une certaine pertinence dans les descriptions linguistiques. On peut parfois aussi apprendre le sens des mots par déférence, c'est-à-dire en entendant quelqu'un nous expliquer de quoi il s'agit, même si on n'est pas face à la réalité désignée. Mais quoi qu'il arrive, il faut apprendre un lien entre un mot et ce qu'il représente, dans la réalité ou dans un univers de représentation quelconque. Je l'ai suggéré tout à l'heure, ce qu'il y a également dans la dénomination, c'est qu'elle véhicule une présupposition d'existence. Quand j'utilise une unité lexicale qui a une dénomination, donc,
je présuppose que la chose dont je parle existe. Existe, pas forcément dans la réalité, mais existe en tant que représentation possible dans la culture. Si je reprends l'exemple du Père Noël ou de la licorne que j'utilisais tout à l'heure, il va de soi que lorsqu'on parle de présupposition d'existence dans ces cas-là, on ne parle pas forcément d'une existence réelle. Mais si j'utilise une phrase comme le Père Noël va bientôt passer, je présuppose l'existence d'une chose, enfin d'un être qui s'appelle le Père Noël, et cet être, il n'existe pas, mais il existe dans les représentations mentales. On l'a dit tout à l'heure, on peut le dessiner, on peut faire la différence entre ce qui est un Père Noël et pas un Père Noël, etc., etc. Bien. Alors, le point ici intéressant, c'est qu'on va faire une différence entre une dénomination et une désignation. Une dénomination, c'est vraiment une unité lexicale, éventuellement polylexicale, mais ça se distingue d'une désignation où j'utilise un mot que ensuite je précise. Par exemple, un ophtalmologiste, c'est la même chose qu'un médecin spécialiste des yeux. D'accord ? Si j'utilise le mot, la catégorie ophtalmologiste, elle renvoie à la même chose que l'expression médecin spécialiste des yeux. Ces deux expressions linguistiques ont exactement le même référent, renvoient à la même catégorie. Simplement, ils n'y renvoient pas de la même façon. Pour comprendre le mot ophtalmologiste, il faut que je l'ai appris. Ou alors, il faut que je connaisse l'étymologie, etc. Mais bon, passons, admettons qu'on ne la connaît pas et que c'est un mot, ce soit un mot indécomposable. Donc, la façon d'accéder au référent va être différente puisque dans le cas de la désignation, j'utilise un terme que je connais déjà et je restreins son extension. Un ophtalmologiste, c'est un type de médecin et c'est un médecin spécialiste, donc ça oppose médecin généraliste, médecin spécialiste, et à l'intérieur des médecins spécialistes, c'est le médecin spécialiste des yeux. Donc vous voyez que j'arrive à la catégorie en partant d'une catégorie générale que je restreins peu à peu. Donc c'est un processus tout à fait différent du processus de la dénomination, où là je dis ophtalmologiste et j'ai immédiatement toute la catégorie. Alors, lorsqu'on considère donc les unités lexicales, alors attention, on peut très bien avoir une dénomination avec une unité polylexicale. Si je dis un cordon bleu, par exemple, pour dire un bon cuisinier, quelqu'un qui cuisine bien, c'est une dénomination. C'est pas parce qu'il y a plusieurs mots, cordon bleu, je suis obligé d'apprendre ce que ça veut dire pour, je sais pas d'ailleurs si des étudiants étrangers qui sont là savent ce que ça signifie, un cordon bleu. Oui ? Bon, voilà. Mais on ne peut pas le deviner si on ne l'a pas appris à un moment donné. C'est pas un cordon qui est bleu. Vous avez beau savoir le sens du mot cordon et le sens du mot bleu, vous ne pouvez pas deviner du tout ce qu'est un cordon bleu. Donc, c'est aussi une dénomination. Donc, il ne faudrait pas croire que dénomination, c'est quand il y a une unité monolexicale et désignation quand ce serait polylexical. Non, ce sont deux mécanismes de construction de catégories qui sont tout à fait différents. Bien. Alors, quand on considère les dénominations, il y a deux types de dénominations qu'on distingue traditionnellement depuis très longtemps dans la philosophie du langage et en linguistique. Le cas des noms propres et le cas des noms communs. Les noms propres désignent ce qu'on appelle des particuliers, c'est-à-dire que désignent pas une catégorie. Si je connais quelqu'un qui s'appelle Bernard, voilà. Bonjour Bernard. Quelqu'un d'autre arrive, je le présente. Voici Bernard.
À partir du moment où je l'ai présenté, la personne qui ne le connaissait pas avant pourra dire « Ah tiens, Bernard, qu'est-ce qu'il devient Est-ce qu'il est en forme en ce moment ?» Bon, très bien. Mais il a fallu, pour pouvoir référer à cette personne, qu'à un moment donné, je lui dise « Cette personne se nomme Bernard ». D'accord ? Donc il y a un lien direct entre un mot et une personne. Bien. Le mot Bernard ne renvoie pas à une catégorie, même s'il y a plusieurs personnes qui s'appellent Bernard. À chaque fois, il faudra que quelqu'un me dise « Ah, lui il s'appelle Bernard, lui il s'appelle Bernard, lui il s'appelle Bernard ». À chaque fois, il faut un acte de dénomination différent. Mais il n'y a pas une catégorie des Bernards. Hein. Les Bernards, alors évidemment, vous avez des trucs parfois pour les choix du prénom avec des espèces de caractérisation psychologique, les Bernards sont souriants, gais, etc., etc. Bon, donc on pourrait imaginer comme ça de construire une sorte de catégorie des Bernards. Mais à ce moment-là, ça n'est plus un nom propre. Hein. Ça devient même à supposer que ça existe. Hein, et souvent d'ailleurs, les gens qui choisissent des prénoms vont, quand ils ont des enfants, tout ça, chercher parfois les caractéristiques ou les livres des prénoms, tout ça explique un peu l'histoire du mot. Donc le nom propre peut devenir une sorte de nom commun. Hein. Je ne sais pas, Mozart par exemple, hein, vous pouvez, d'accord, c'est un nom propre, hein, il s'applique à quelqu'un de très particulier, etc. Il renvoie à un particulier, mais si vous dites de quelqu'un que c'est un Mozart de l'informatique, où il y a des Mozarts, il n'en apparaît pas tous les jours ou tous les siècles, ça devient une catégorie, ça n'est plus un nom propre d'une certaine façon. Hein, c'est le processus d'antonomase, mais bon, passons. Donc, le nom propre, fondamentalement, il a cette particularité de ne pas renvoyer à une catégorie. Donc, c'est une unité lexicale très particulière. Hein, il ne renvoie pas à une catégorie, mais il renvoie à un individu particulier, enfin, même on va dire à un particulier, pour connaître ce particulier, il faut que il y ait eu une sorte d'acte de baptême, hein, qu'on m'ait dit à un moment donné que cette personne, ce particulier, se nomme ainsi. Bien. C'est une théorie qu'on appelle la théorie du désignateur rigide d'un certain Kripke. J'ai oublié de l'écrire sur le PowerPoint. Ça s'écrit K-R-I K-P-K-E. Kripke. Donc, la théorie du désignateur rigide. Hein. Donc, le nom propre aurait pour particularité d'être un désignateur rigide. Il y a une sorte de lien direct entre le nom et le particulier. Hein. Bon, alors que les noms communs, eux, renvoient à des catégories. Et c'est à l'intérieur des catégories qu'on va pouvoir pointer un particulier, à l'aide, en général, de déterminants. Hein. Je veux dire, par exemple, on va avoir l'hyperonyme de la catégorie des sièges. À l'intérieur, je vais avoir chaise. Et puis, si je veux parler de cette chaise, je vais désigner cette fois-ci non plus une catégorie, mais un élément particulier que je vais avoir identifié grâce à ce qu'on appelle des actualisateurs. Hein. Bon. Mais l'unité lexicale elle-même, chaise, elle dénomme une catégorie. Bon. Alors, Georges Kléber, et je vous ai indiqué l'article ici si vous voulez le lire plus en détail, parce que là, ce sont quand même des choses intéressantes. Là, je vous conseille vraiment de lire ce texte. Distingue deux composants sémantiques des dénominations. D'abord, il y a ce qu'il appelle une partie commune à toutes les dénominations et qui indique qu'il s'agit d'un tout, d'une seule chose. Bon.
Quand on a une dénomination, c'est-à-dire qu'on a un mot particulier, on l'a vu avec l'opposition entre ophtalmologistes et médecins spécialistes des yeux, dans une situation où le fait qu'il y ait une seule unité lexicale est iconique du fait qu'on a affaire à une catégorie. Je vais expliquer ça un peu plus dans un instant avec l'exemple de dépoussiérer. Ça, c'est une originalité de Georges Kléber, mais je trouve ça tout à fait pertinent de parler d'iconicité de la dénomination. Là, justement, c'est un phénomène qui n'est pas du tout arbitraire. C'est dire qu'il y a une seule unité lexicale pour signifier qu'on a affaire à quelque chose qui est vraiment un tout, qui existe en tant que tout. Et ensuite, une partie qui varie avec les dénominations et qui correspond à la description ou la représentation du type de choses dont il s'agit. Ça, c'est que, en général, on décrit lorsque on parle de dénomination. Donc, c'est cette partie-là qui va faire en sorte que je vais distinguer une chaise d'une table, etc. C'est là où il va y avoir des CMM différents. Une description qui va pouvoir être exprimée sous toutes sortes de caractéristiques différentes, avec toutes sortes de traits descriptifs différents, disons, et qui va me permettre, cette description, de savoir comment utiliser l'unité lexicale. Hein. Il a fallu qu'à un moment donné, j'ai appris d'une façon ou d'une autre qu'une chaise, ça a un dossier, pas de bras, des pieds, etc., pour pouvoir dire je suis assis sur une chaise, ou ça c'est une chaise, etc., etc. Hein, et pas confondre avec un tabouret, un fauteuil, un canapé, etc., etc. Donc, il y a bien une description contenue dans la dénomination qui me permet d'utiliser correctement cette dénomination. J'ai besoin de savoir quelles sont les caractéristiques générales des éléments qu'on a inclus dans la catégorie des chaises. Tout simplement. Bien. Alors, pour approfondir un tout petit peu cette première idée qui est plus abstraite peut-être, prenons un cas des noms construits, prenons dépoussiérer. Bon. Alors, il y a une certaine approche de la morphologie lexicale, dont on en parlera peut-être un peu, je ne sais pas si on aura le temps, mais oui, enfin, forcément, je vous parlerai un tout petit peu de morphologie lexicale à un moment donné. Dépoussiérer, on pourrait avoir envie de dire que ça veut dire enlever la poussière. Hein, donc que ça relève de la motivation relative. Et du coup, j'ai le sens de dé privatif, que je peux trouver dans d'autres mots, comme quoi? Comme défaire, hein? C'est pas enlever ou décoller. Bon, c'est un peu douteux, mais admettons que dé, ça peut être pris ici comme un sens enlever la poussière. Bon. Dépoussiérer, ça marche si je dis je dépoussière la table. J'enlève la poussière de la table. Donc j'ai une base, poussière, et puis un préfixe qui donne une signification. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que si vous avez une poussière dans l'œil, et que vous enlevez cette poussière, est-ce que vous dépoussiérez votre œil? Ben non. Donc dépoussiérer, ça ne veut pas dire enlever la poussière. Ça veut dire autre chose. L'idée, c'est que dès qu'un mot est formé, sa signification globale est toujours quelque chose d'un peu différent de la combinatoire, du préfixe et de la base. Un peu comme dans le cas des unités polylexicales. Quand je dis une table ronde, bon, peut-être la réunion peut être faite autour d'une table ronde, etc., mais il y a un sens qui dépend des unités composantes, mais qui est tout de même différent. Eh bien, dans dépoussiérer, j'ai un sens qui ne se réduit pas à sens du préfixe plus sens de la base. Sinon, je dirais enlever la poussière, et j'aurais à ce moment-là un sens compositionnel, hein, j'enlève la poussière. Mais si j'ai un mot pour dire dépoussiérer,
je veux forcément dire quelque chose qui est différent de enlever la poussière, parce que je crée une unité, et donc, vous voyez, une sorte de signification particulière qui est manifestée par le fait que j'ai un mot et un seul pour le dire. Donc, ce qui est dit ici de dépoussiérer pourrait s'appliquer aussi bien à toutes les unités polylexicales que vous pouvez imaginer qu'elles soient plus ou moins figées d'ailleurs. Alors, quel bilan on peut tirer de ces remarques? Bon, donc, les unités lexicales sont des unités, des expressions de sens descriptif, par opposition à instructionnel, qui renvoie aux mots grammaticaux, et aussi en laissant de côté les noms propres, dont on a vu qu'ils n'ont pas un sens descriptif. Ils ont en quelque sorte un sens désignatif. Ils renvoient directement à quelque chose. Donc ça nous fait au moins 3 genres de sens, 3 genres de fonctionnement du sens. Le sens descriptif, le sens des noms propres et le sens des mots grammaticaux. Et dans le cas des noms communs, disons, là on parle que des noms, mais je veux dire ça pourrait s'appliquer à d'autres catégories du discours, à d'autres parties du discours. Donc les unités lexicales servent à établir une relation d'association entre une forme linguistique et une catégorie. Donc à partir d'une unité lexicale, je renvoie à une catégorie. Ces unités lexicales se composent d'unités monolexicales simples ou construites. Donc construites, c'est-à-dire il y a plusieurs morphèmes. Et d'unités polylexicales qui sont plus ou moins figées. Mais à partir du moment où j'ai des unités monolexicales, elles ont cette iconicité de la dénomination, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elles désignent vraiment une unité, quelque chose qui existe. Donc ça veut dire que quand on crée un mot, même avec des préfixations ou des suffixations transparentes, en quelque sorte, ça fait exister, pour le dire d'une manière un peu grossière mais simplifiée, ça fait exister la chose qui est désignée. Par exemple, pour vous donner un exemple caricatural, je me souviens, il y a très longtemps, un homme politique, c'était Jean-Marie Le Pen, au moment de l'époque où il y avait beaucoup de débats autour du sida, je suppose que c'était dans les années 80, avait proposé qu'on parle de sidéen ou de sidaïque. Bon, alors, ok, pourquoi pas, c'est une dénomination, voilà, ça renvoie à une catégorie. Mais on voit bien que à partir du moment où on crée une catégorie de ce genre-là, par opposition à une désignation et pas une dénomination, c'est-à-dire personnes qui sont atteintes du virus du sida, ça veut plus, je veux dire, sidaïque, ça veut pas dire seulement personnes qui sont atteintes du virus du sida. Tout le monde comprend que ça veut dire autre chose, que ça crée une espèce de catégorie qui n'existe pas si je dis personnes qui sont atteintes du virus du sida et quand j'utilise une désignation du coup, plutôt qu'une dénomination. Quand je crée une dénomination, je fais exister quelque chose par l'iconicité de la dénomination. C'est pour ça d'ailleurs que les marques, les vendeurs de toutes sortes de choses, essaient de créer des dénominations pour des choses dont souvent on n'a pas besoin, mais qui tout d'un coup existent. Je sais pas, un smartphone par exemple, remarquez c'est utile, mais c'est une dénomination nouvelle. Un des enjeux, c'est de créer un des enjeux du marketing en général, c'est de créer des catégories nouvelles via des dénominations, pour que les gens aient l'impression que ça existe et du coup qu'ils en ont besoin. Voilà, bon, eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je vous envoie sur le même site à la fois le PowerPoint et donc l'enregistrement du cours.
Merci, à la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, à l'Amphi Champollion cette fois-ci. Oui.